Ma fiancée a dit à ses amis que j'étais si pathétique, qu'il lui fallait être ivre pour coucher avec moi. J'ai annulé le mariage, j'ai repris ma voiture, et, maintenant, je m'épanouis, alors que, de son côté, elle s'effondre. Je m'appelle David. J'ai 34 ans, et je travaille comme ingénieur civil, à Manchester. Mes journées sont structurées, et prévisibles. Je gère des projets d'infrastructures pour le conseil municipal, principalement de la réhabilitation routière, et des réseaux d'assainissement. C'est un travail stable, avec des réveils matinaux, des feuilles de calcul, des visites de chantier, et très peu d'histoire. J'ai acheté une maison jumelée modeste, il y a 3 ans, et je mène une vie assez routinière. Ma fiancée, Chloé, a 32 ans. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, et fiancés depuis 9 mois. Elle travaille comme agente immobilière pour une entreprise régionale, et passe le plus clair de son temps à faire des visites, à chercher de nouveaux mandats et à développer son réseau de clients. Nous vivions ensemble dans ma maison, et nous avions commencé à planifier notre mariage, prévu pour la fin de l'été. La voiture qu'elle conduit est enregistrée à mon nom, car c'est moi qui l'ai financée, avant nos fiançailles. Ce détail aura son importance par la suite. Jusqu'à récemment, j'aurais décrit notre relation comme intense, mais fonctionnelle. Chloé a une forte personnalité, assez tranchante. Elle a l'esprit vif, elle est très sociable, et elle se sent parfaitement à l'aise lorsqu'elle est la personne qui parle le plus fort dans une pièce. De mon côté, je suis plus réservé. Je pensais que cette différence nous équilibrait. Ce que je ne réalisais pas, en revanche, c'est la façon dont elle parlait de moi, dès que j'avais le dos tour. Il y a 2 mois, nous avons organisé un apéritif chez nous, pour quelques-uns de ses collègues de travail. J'étais dans la cuisine, en train de débarrasser des verres vides, pendant qu'ils étaient dans le jardin. La porte arrière était ouverte. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais je les entendais de manière très distincte. L'une de ses amies a posé une question sur le stress du mariage. Chloé a ri, d'un ton que je lui connaissais bien, lorsqu'elle se montrait cruelle. Puis, elle a dit qu'elle ne me trouvait même pas séduisant, à moins d'avoir bu quelques verres. Elle a ajouté que j'étais parfois si pathétique, qu'elle avait besoin d'être éméchée, pour pouvoir coucher avec moi. Elles ont toutes ri. Ce n'était pas tout. Elle a fait une plaisanterie sur le fait que, au moins, je servais à payer le remboursement du prêt immobilier. Je ne l'ai pas confrontée. Sur le coup, j'ai fini de laver les verres. Je suis allé dans le jardin, et je me suis assis à côté d'elle. J'ai agi normalement, mais, ce soir-là, quelque chose a changé définitivement dans ma tête. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas sous le coup de l'émotion, mais parce que je réfléchissais à toute la logistique. La maison m'appartient. L'emprunt est uniquement à mon nom. La voiture qu'elle utilisait, financée par mes soins, et enregistrée sous mon nom. Les acomptes pour le mariage avaient été, pour la plupart, payés depuis mon compte personnel. Je devais m'assurer que, si les choses tournaient comme je le pressentais, je pourrais agir de manière propre et légale. Le lendemain matin, j'ai décidé de ne pas laisser traîner les choses. Elle était dans la cuisine, portant l'un de mes sweats à capuche, en train de préparer du café, comme si de rien n'était. Je lui ai demandé directement pourquoi elle avait dit à ses amis qu'elle devait être ivre pour coucher avec moi. Elle n'a pas nié. D'abord, elle a ri. Puis, elle a affirmé que je prenais les choses trop au pied de la lettre. Ensuite, elle a ajouté que ce n'était que des discussions de filles. Voyant que je ne riais pas, son ton a changé. Elle a dit que, si j'avais plus de confiance en moi, je ne m'en soucierais pas. Elle a ajouté que, si j'étais moins ennuyeux, elle n'aurait peut-être pas besoin de vin pour rendre les choses intéressantes. Ce n'était pas de l'humour amical. C'était du mépris,
pure et calculée. Je lui ai demandé une dernière fois si elle comprenait pourquoi cela était inacceptable. Elle a répondu que je faisais un drame pour rien, et que je devrais plutôt me concentrer sur le fait qu'elle était toujours là, à organiser un mariage avec moi. Toujours là. Cette formulation a scellé ma décision. Je lui ai dit que le mariage était annulé. Pas reporté. Annulé. J'ai dit que je n'épouserais pas quelqu'un qui me manquait de respect publiquement, pour ensuite rejeter la faute sur mon caractère, sous prétexte d'un prétendu défaut de mon côté. Elle a cru que je bluffais. Elle m'a dit d'arrêter de bouder. Je n'ai pas haussé le ton. Je lui ai dit qu'elle devait faire un sac, et appeler une amie. J'ai précisé qu'elle pourrait récupérer le reste de ses affaires durant le week-end, lorsque je serai là. Mais, après avoir parlé de moi de cette manière, il était hors de question qu'elle reste dans ma maison. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'emporter. Elle m'a accusé de vouloir la contrôler. Elle m'a dit que je regretterais de gâcher 4 années de vie commune pour une simple blague. Je lui ai répondu calmement que je ne gâchais rien. Je ne faisais que réagir aux faits. Moins de 40 minutes plus tard, elle avait appelé son amie Megan. J'ai aidé à porter sa valise jusqu'à la voiture. Je n'ai pas argumenté, et je n'ai pas négocié. Lorsqu'elle est partie, la maison a retrouvé un calme qu'elle n'avait pas connu. Depuis des années, elle ne me semblait pas vide, mais simplement sereine. La première démarche concrète que j'ai entreprise, après son départ, a été d'ordre administratif, et non émotionnel. À midi, j'avais déjà envoyé un email au lieu de réception, pour annuler la réservation du mariage. Nous étions encore dans la période permettant un remboursement partiel, ce qui m'a permis de récupérer environ 60% de la compte. Le photographe a conservé la compte. Ce n'était pas grave. Je considérais cela comme le prix à payer pour y voir clair. Attends. Chloé a commencé à m'envoyer des messages aux alentours de midi. Au départ, c'était de l'incrédulité, puis de l'irritation. Elle disait que je l'humiliais en annonçant au prestataire que tout était annulé. Je lui ai répondu une seule fois, brièvement. J'ai dit que je n'irais pas plus loin avec un mariage où l'on me manquait ouvertement de respect. Je n'ai pas débattu du ton employé, ni de ses intentions. Je n'ai pas discuté sur les mots. En fin d'après-midi, ces messages ont de nouveau changé de registre. Elle affirmait que j'avais surréagi, et que les couples se disaient constamment des choses bien pires. Elle a ajouté que, si je l'embarrassais devant ses amis en révélant ses propos, elle s'assurerait que tout le monde sache à quel point j'étais complexé, et en manque de confiance. Cela m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Le samedi, elle est venue chercher le reste de ses affaires. J'ai veillé à être présent tout du long, non pas pour l'intimider, mais pour éviter qu'elle ne m'accuse plus tard d'avoir gardé certains de ses biens. Elle a surtout emporté des vêtements, des cosmétiques, et quelques objets de décoration qu'elle avait achetés elle-même. Je n'ai rien contesté de mineur. Cela ne valait pas la peine de créer des tensions. Puis, nous en sommes venus à la voiture. L'Audi était garée dans l'allée. Je lui ai tendu le double des clés pour qu'elle puisse récupérer ses affaires à l'intérieur. Ensuite, je lui ai annoncé clairement que la voiture resterait ici. Elle m'a regardé comme si je venais de l'insulter. Je lui ai rappelé que le contrat de financement, l'assurance, et la carte grise étaient exclusivement à mon nom. Je lui avais permis de l'utiliser parce que nous construisions une vie à deux. Mais, désormais, ce contexte n'existait plus. Elle a dit que je ne pouvais pas simplement la lui retirer, car elle en avait besoin pour ses visites professionnelles. Je lui ai répondu qu'elle devait s'organiser pour avoir son propre véhicule, comme elle l'aurait fait si nous ne nous étions jamais rencontrés. Elle m'a accusé d'être mesquin. Je lui ai répondu qu'il ne s'agissait pas de mesquinerie, mais simplement de la
Séparation de nos biens. Elle est repartie en taxi cet après-midi-là. Pour la première fois depuis nos fiançailles, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à du soulagement, plutôt qu'à de la pression. La semaine suivante a été plus calme que prévu. Je m'attendais à des tentatives théâtrales pour tenter de renverser la situation. Au lieu de cela, Chloé s'est concentrée sur les apparences. Elle a publié des citations vagues sur les réseaux sociaux, disant que les hommes étaient intimidés par les femmes fortes. Elle a changé sa photo de profil pour une image prise lors d'un événement professionnel, où elle apparaissait apprêtée, et tout à fait sereine. Des connaissances communes ont commencé à me contacter, sans agressivité, simplement par curiosité. J'ai gardé une explication simple, et constante. Elle a dit à ses amis qu'elle devait être ivre pour coucher avec moi. J'ai donc rompu les fiançailles. Sans fioriture. Curieusement, les réactions n'ont pas été celles qu'elle attendait. 2 de ses amis m'ont écrit en privé pour me dire qu'elles étaient surprises qu'elle soit allée aussi loin. L'une d'elles a admis que Chloé se moquait souvent de moi en mon absence, mais qu'elle supposait que j'étais au courant, et que cela ne me dérangeait pas. Cette information m'a été utile. Elle confirmait qu'il s'agissait d'un comportement récurrent, et non d'un incident isolé. De mon côté, je me suis vite adapté. N'ayant plus à calquer mes soirées sur son emploi du temps, j'ai repris le chemin de la salle de sport. Régulièrement. J'ai recommencé à rester plus tard sur les chantiers lorsque les projets l'exigeaient, au lieu de me dépêcher de rentrer à la maison pour l'occuper. J'ai renégocié le financement de l'Audi afin de réduire les mensualités, et j'ai envisagé de la revendre directement, puisque je n'avais pas besoin de 2 véhicules. Chloé, cependant, a commencé à subir les conséquences pratiques de la situation. Le métier d'agent immobilier repose grandement sur la mobilité. En l'espace de 10 jours, elle m'a envoyé des messages pour me demander de lui prêter temporairement la voiture. J'ai refusé, en m'en tenant strictement aux faits. Les questions de responsabilité en matière d'assurance, ainsi que les risques financiers, n'étaient pas des sujets sur lesquels je souhaitais revenir. Son ton a de nouveau changé, se faisant moins cassant, et plus frustré. Elle expliquait qu'elle logeait chez Mégane, mais que l'espace était très restreint. Elle se plaignait du coût des taxis, qui amputaient ses commissions. Elle m'a accusé de saboter sa carrière pour une simple plaisanterie. Je n'ai pas répondu à ce message. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle ne s'est jamais excusée sincèrement, sans chercher à se justifier. Il n'y avait aucune marque de compréhension de sa part, mais seulement des négociations centrées sur ses propres désagréments. Cela m'a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce à quoi notre mariage aurait ressemblé. Dès la 3e semaine, ces tentatives de contact sont devenues répétitives. Tous les quelques jours, Chloé trouvait un nouvel angle d'approche. Un jour, c'était pratique, elle avait besoin de documents qui se trouvaient soi-disant dans un tiroir. J'ai vérifié, et il n'y avait rien. Un autre jour, elle se montrait plus émotive, affirmant que 4 années de relation méritaient mieux qu'une rupture administrative aussi froide. Puis, la stratégie est devenue différente. Elle a suggéré que nous suivions une thérapie de couple, avant de prendre des décisions irréversibles. J'évaluais chacun de ces messages de la même manière que j'examinerais un avenant à un contrat, au travail. Quelle est la demande? Quelle est notre exposition au risque? Quel précédent cela crée-t-il? Ce qui sautait aux yeux, c'était qu'aucun de ces messages n'abordait le problème initial de manière frontale. Elle n'a jamais écrit « J'ai eu tort de parler de toi ainsi ». Elle disait plutôt « Tu as mal interprété mes propos, tu es trop sensible » ou « Tu as envenimé la situation ». Il est devenu évident que garder le contact avec moi n'était, pour elle, qu'un simple outil de négociation. Un soir, elle m'a appelé 6 fois d'affilée. Je n'ai pas répondu.
Elle m'a ensuite envoyé un message vocal, m'accusant de vouloir la punir. Elle affirmait que je prenais du plaisir à la voir galérer, privée de la voiture et de la maison. C'était de la projection. Je lui ai répondu une fois. J'ai écrit, ce n'est pas une punition. C'est une conséquence. Je te souhaite le meilleur, mais je ne reviendrai pas sur ma décision. En moins de 30 secondes, elle a répliqué par un long paragraphe, m'expliquant qu'aucune autre femme ne tolérerait mes insécurités. Cette remarque m'était familière, car c'était exactement le ton qu'elle avait employé dans le jardin. C'est à cet instant précis que j'ai compris que, pour y voir clair, il me fallait mettre de la distance. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. Je lui ai envoyé un dernier email pour lui signifier que nos futurs échanges, s'il devait y en avoir concernant des aspects administratifs communs, se feraient uniquement par courriel, et seraient strictement limités aux questions essentielles. Puis, j'ai archivé la conversation. Le calme qui a suivi était différent d'eux. Celui de la première semaine, il était plus sain, plus limpide. Je n'attendais plus sa prochaine tentative, et je ne guettais plus mon téléphone en espérant le voir s'allumer. Pour la première fois depuis l'annulation du mariage, j'avais le sentiment d'être complètement sorti de la situation, plutôt que de simplement essayer de la gérer. Le mois qui a suivi le blocage s'est avéré particulièrement productif, d'une manière tout à fait inattendue. Au travail, je dirigeais un projet de réaménagement du réseau d'assainissement, qui stagnait depuis près d'un an en raison de différents budgétaires. Avec moins de distractions dans ma vie personnelle, j'ai redoublé d'efforts. Je suis resté tard au bureau pour analyser le détail des coûts, j'ai rencontré directement l'équipe des achats, et j'ai restructuré une partie de la proposition afin de réduire les futures dépenses d'entretien à long terme. Le projet a été approuvé. Cette approbation m'a mis en valeur auprès de la direction, d'une manière totalement inédite. En l'espace de 6 semaines, on m'a proposé une promotion au poste de chef de projet principal, assortie d'une augmentation de salaire significative, et d'une prime de performance liée au respect des étapes clés du projet. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que les choses avançaient, que j'avais une vraie dynamique. La nouvelle s'est propagée plus vite que je ne m'y attendais. Manchester n'est pas une ville immense sur le plan social, surtout dans des cercles professionnels qui s'entrecroisent. Chloé a fini par l'apprendre. Le premier email de sa part, après le blocage, affichait un ton différent. Pas de sarcasme. Pas de sous-entendu méprisant. Elle disait qu'elle avait commis une erreur. Elle a dit qu'elle était sous pression, lorsqu'elle avait fait ses remarques, et que c'était stupide et immature. Elle a dit qu'elle ne pensait pas ces mots de la manière dont ils avaient résonné. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, il y eut un autre message. Plus long. Elle a dit que je lui manquais. Elle a dit qu'elle avait été en colère, parce qu'elle se sentait en situation d'insécurité face à ses simples commissions, tandis que j'avais, moi, un revenu stable. Elle a admis qu'il lui arrivait de me rabaisser devant ses amis, uniquement pour se sentir supérieure. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté que j'ai entendue. Puis est venue la demande. Elle a demandé si nous pouvions nous voir, et parler. Elle a dit qu'elle s'excuserait correctement. Elle a dit qu'elle arrêterait de boire. S'il le fallait. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger la situation. Le changement était brutal. Après m'avoir rejeté comme étant trop sensible, elle en venait à proposer des concessions. Je l'ai lu attentivement, puis j'ai fermé l'email. La réussite ne changeait rien à ce qu'elle avait révélé sur sa façon de me voir. Cela ne changeait que ses motivations. Je n'ai pas accepté de la rencontrer. À la place, j'ai répondu. Une fois par email, pour clore la discussion. J'ai dit que j'appréciais ses excuses,
mais que je n'étais pas intéressé par une reprise de notre relation. Je suis resté neutre. Pas d'insulte. Pas de leçon de morale. Simplement définitif. Elle a répondu dans l'heure. Cette fois, il n'y avait pas de faux semblants. Elle a dit qu'elle avait paniqué quand je l'avais bloquée. Elle a dit qu'elle pensait que je me calmerais, et que je reviendrais. Elle a admis avoir dit à ses amis que je ne partirais jamais vraiment, parce que j'étais trop stable, et trop prévisible, pour bousculer ma propre vie. Ce détail importait plus encore que l'insulte d'origine. Elle ne m'avait pas seulement manqué de respect. Elle avait calculé que je le tolérerais indéfiniment. Durant la semaine suivante, les emails sont devenus plus urgents. Elle a dit que sa location à court terme était chère et instable. Elle a dit que le travail avait ralenti et que la perte de la voiture la rendait moins compétitive pour les visites en dehors du centre-ville. Elle a dit qu'elle était épuisée d'essayer de tout reconstruire à la fois. Puis, elle a demandé directement si elle pouvait se réinstaller temporairement chez moi, pendant que nous réglions les choses. C'était la première demande qui semblait moins concerner une réconciliation, et plus une recherche de sécurité. J'ai répondu une nouvelle fois. J'ai dit non. J'ai dit que s'installer à nouveau ensemble brouillerait les limites, et créerait de fausses attentes. J'ai dit que la décision de rompre les fiançailles était définitive, et qu'il ne s'agissait pas d'une tactique de négociation. Elle a essayé une autre approche. Elle a dit qu'elle signerait un contrat de location, et paierait un loyer. Elle a dit qu'elle prouverait qu'elle me respectait. Cela a confirmé ma conclusion précédente. L'urgence était liée à sa situation personnelle, pas à notre relation. J'ai arrêté de répondre après cela. Par des contacts communs, j'ai appris plus tard qu'elle avait commencé à dire aux gens qu'elle avait saboté la meilleure chose de sa vie. Qu'elle m'avait sous-estimé. Qu'elle avait supposé que je ne mettrais jamais mes menaces à exécution. Pour ma part, je n'étais plus en colère. Juste calme. La promotion a été officiellement validée à la fin du trimestre. J'ai fêté cela tranquillement. Avec 2 collègues. Pas de réinvention théâtrale. Juste un pas en avant. Environ 2 mois après la rupture, je l'ai croisé par hasard. C'était un jeudi soir, et je venais de sortir de la salle de sport. Je me suis arrêté dans un petit supermarché, près de Deansgate, pour prendre des courses. Elle était dans le rayon des vins. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle m'a vu avant que je ne la voie. Quand j'ai tourné au coin de l'allée, elle me regardait déjà directement. Pas de défi, pas d'agressivité, elle avait juste l'air fatiguée. Nous sommes restés plantés là une seconde, dans ce silence public gênant que les gens font mine d'ignorer. Elle s'est approchée la première. Pas de théâtre, pas de voix haute. Elle a dit qu'elle espérait me croiser, parce que je ne répondais plus assez. Email. C'était intentionnel. Elle avait l'air plus mince, pas de façon spectaculaire. Juste fatiguée. Elle m'a dit que le travail avait baissé, et qu'elle envisageait de retourner chez ses parents, en dehors de la ville, pour réduire les coûts. Elle a dit qu'elle avait sous-estimé la stabilité que je lui apportais. C'était encore cela. De la stabilité, du soutien matériel, de l'infrastructure. Pas d'affection, pas de partenariat. Elle a dit qu'elle avait été stupide. Elle a dit qu'elle s'était habituée à être admirée socialement, et qu'elle avait commencé à me voir comme une sécurité, plutôt que comme quelqu'un de précieux. Elle a admis qu'elle aimait la réaction qu'elle obtenait en me rabaissant devant ses amis, parce que cela la faisait se sentir supérieure. Je l'ai laissé finir. Puis, je lui ai dit, calmement, que je croyais ses excuses sincères, cette fois. J'ai aussi dit que cela ne changeait pas ma décision. Le respect n'est pas une chose que je négocie, après qu'il m'a été publiquement retiré. Une fois que je sais que quelqu'un me voit plus bas que lui, je ne peux plus l'oublier. Elle a
demandé s'il y avait un scénario où nous pourrions recommencer, lentement. J'ai dit non. Je ne l'ai pas dit avec colère. J'ai dit cela comme un fait. Elle a acquiescé. Pour la première fois depuis le début de tout cela, elle n'a pas discuté. Elle a juste dit qu'elle aurait aimé comprendre les conséquences plus tôt. Nous sommes séparés dans le rayon des céréales. Je suis rentré chez moi, j'ai cuisiné mon dîner, et j'ai senti quelque chose s'apaiser pour de bon. Pas de revanche. Juste le sentiment que la boucle était bouclée. Après cette rencontre au supermarché, je m'attendais à une sorte de contre-coup émotionnel. Il n'y en a pas eu. Ce que j'ai remarqué, à la place, c'est à quel point je me comportais différemment dans les semaines qui ont suivi. Pas dans le sens d'une transformation radicale, plutôt par petites touches mesurables. J'ai commencé à dire non aux choses auxquelles je n'avais pas envie de participer. J'ai arrêté de trop expliquer mes décisions, au travail. J'ai délégué de façon plus décisive, sur les chantiers. C'était comme si le fait de tracer une ligne ferme dans ma vie personnelle avait recalibré ma tolérance ailleurs. Le projet que j'avais poussé plus tôt est passé en phase d'exécution. Je gérais les entrepreneurs, les délais, et les révisions de budget, sans ce bruit de fond de quelqu'un remettant en cause mes compétences à la maison. Le système de prime s'est activé une fois les premières étapes franchies, et, financièrement, j'étais en avance sur mes prévisions de l'année. Pendant ce temps, les nouvelles concernant Chloé arrivaient indirectement. Elle est bien retournée vivre chez ses parents, en dehors de Manchester. Le trajet vers la ville amputait son temps de réseautage. Ses commissions ont encore chuté. Une connaissance commune a mentionné qu'elle avait d'abord tenté de présenter publiquement la rupture comme une décision mutuelle, mais les gens avaient déjà entendu la version complète. Apparemment, la phrase sur le fait de devoir être ivre avait circulé. Une réputation change tranquillement, mais fermement. Une fois que les gens comprennent le schéma, vous n'avez plus besoin de vous défendre. Environ 3 mois après la rupture, elle a envoyé un dernier email. Il était court. Pas de marchandage. Elle disait qu'elle avait commencé une thérapie, parce qu'elle avait réalisé qu'elle assimilait la domination à la sécurité. Elle disait qu'elle m'avait traité comme une ressource, plutôt que comme un partenaire. Elle ne demandait rien. Je n'ai pas répondu, mais j'ai respecté ce message plus que n'importe quel autre auparavant. Je ne m'intéresse pas aux envies de vengeance, ni au spectacle de quelqu'un qui s'effondre. Ce qui lui est arrivé n'est pas quelque chose que j'ai orchestré. C'était simplement le retrait d'un filet de sécurité qu'elle croyait éternel. Et, une fois qu'il a bougé, la gravité a fait le reste. Cela fait à peine plus de 6 mois que j'ai annulé le mariage. La maison me semble à nouveau mienne, d'une manière inédite. Non pas parce qu'elle est plus calme, mais parce qu'il n'y a plus de tension sous-jacente. J'ai réaménagé la chambre d'amis en un vrai bureau, au lieu du compromis de débarras d'autrefois. J'ai vendu l'audi, et je l'ai remplacé par quelque chose de plus pratique. L'argent supplémentaire est allé directement dans des investissements. Sur le plan professionnel, la promotion est entrée dans la routine. La première vague de responsabilité est devenue ma charge de travail normale. Je dirige une équipe de 5 personnes. Je suis plus strict sur les délais, et plus clair sur les attentes. Personne ne semble confus sur sa position vis-à-vis de moi. Personnellement, j'ai fréquenté des personnes de manière informelle, mais réfléchie. Je suis transparent, très tôt, sur ce que je ne tolérerai pas. Le manque de respect en public est non négociable. Les blagues qui reposent sur mon dénigrement ne m'amusent plus. Pour moi, elles servent désormais de diagnostic. Je ne pense pas que Chloé soit quelqu'un de mauvais. Elle est intelligente et capable, mais elle a confondu la stabilité avec de la faiblesse. Et l'admiration avec un moyen de pression. Elle croyait que, parce que j'étais
mesuré, et constant, j'encaisserai tout pour préserver la structure. Elle s'est trompée. Annuler le mariage n'était pas un coup de tête émotionnel. C'était une correction structurelle. Le mariage m'aurait lié légalement, et financièrement, à quelqu'un qui me voyait comme un filet de sécurité d'abord, et un partenaire. Ensuite. Ce n'est pas une fondation sur laquelle je veux construire. Le point le plus révélateur est celui-ci. Le moment où elle a compris que j'étais sérieux n'est pas celui où je l'ai confronté. C'est quand j'ai agi. Quand la salle a été annulée. Quand la voiture est restée. Quand le blocage est devenu permanent. La clarté est silencieuse. Elle n'a pas besoin de théâtralité. Si quelqu'un, en lisant ceci, se demande si une remarque était juste une blague, posez-vous une question. L'aurait-il dite, s'ils avaient pensé que vous alliez partir immédiatement? Si la réponse est non, vous savez déjà à quoi vous en tenir. Je n'ai pas perdu une fiancée. Je me suis retiré d'un avenir qui m'aurait obligé à accepter d'être insignifiant dans ma propre vie. Et, depuis, j'ai été tout sauf insignifiant.